Donc, bonjour à tous, je suis Jérémy Goldbaum, attaché culturel à l'ambassade de France au Kazakhstan. Bienvenue à cette rencontre consacrée aujourd'hui à David Fuenkinos. Bonjour David Fuenkinos. Bonjour. Je voudrais revenir sur une autre influence, également la musique. Hmm. La musique comme John Lennon notamment, et puis même la musique, comment vous l'êtes appropriée en prenant des cours de guitare, c'est ça? En fait, j'ai donné moi des cours. J'étais en école de jazz Voilà. parce que prendre des cours, il n'y a rien de. Mais c'est vrai que dans un premier temps, mais ça, je pense que enfin, chacun de nous, on a besoin de trouver le meilleur moyen d'exprimer ce qu'on a au fond de soi. Et c'est vrai qu'avant l'écriture, je me suis mis à peindre un peu, c'était pathétique. Et après, j'ai eu ma grande période de musique. J'étais en école de jazz à Paris, je voulais à tout prix être musicien. Et j'ai été professeur pendant longtemps, j'ai essayé de monter des groupes, ça marchait jamais. Et c'est vrai que ma voix, finalement, vers 25-26 ans, je me suis rendu compte que c'était plus avec les mots, puisque j'ai envoyé un manuscrit et j'étais publié par les éditions Gallimard. Donc je me suis rendu compte que mon destin m'attendait plus par là et c'était pas plus mal, hein, parce que je pense que c'est mieux pour Vous tout. avez commencé votre vie professionnelle également dans l'édition comme attaché de presse, un univers qu'on retrouve notamment dans le Mystère Henri Pic ou dans Jalouse, l'édition de plus ou moins Ah oui, près. c'est vrai, bien sûr. Ouais. Oui, oui, alors j'ai fait plein de. Moi, j'avais pas. Fallait que je gagne ma vie, hein. J'ai fait plein de petits métiers. J'ai été serveur, j'ai fait des photocopies. Enfin, j'ai fait plein de choses. Et puis, comme j'aimais les livres, j'ai fait un stage dans l'édition. Effectivement, après, j'ai été embauché pendant quelques années. Alors, je m'occupais de livres assez improbables quand j'étais attaché de presse. Je m'étais occupé, par exemple, je- comme j'étais à mi-temps, j'avais pas vraiment les romans ou les livres importants. Donc, je m'étais occupé d'un recueil de blagues qui s'appelait le, le recueil des blagues belges, le livre qui donne la frite. Alors voilà, ce genre de choses un peu Et cyniques. vous aviez visité le musée des livres refusés Ah, à alors Lucin. ça, effectivement, pour revenir au mystère épique, le point de départ, c'est quand j'ai découvert effectivement l'existence, vous avez raison, de cette bibliothèque des livres refusés. Puisqu'on se rend compte que, on dit souvent en France pour rire qu'il y a plus d'écrivains que de lecteurs. C'est-à-dire que tout le monde a un manuscrit sous le bras, tout le monde aime écrire. Et tant mieux, c'est important d'écrire et pas forcément pour être publié. Et donc, il y avait cet endroit aux États-Unis que j'ai trouvé absolument poétique et charmant. L'idée que même si personne ne voulait vous publier, même si personne ne voulait de vous, symboliquement, il y aurait toujours un endroit où vous pourriez déposer votre manuscrit, comme une bouteille à la mer. Et j'ai trouvé que c'était une belle idée. Alors, je ne voulais pas écrire un livre qui se passe aux États-Unis. Alors, je l'ai transposé en Bretagne, en France. Et c'est vrai que j'ai imaginé à partir de là le point de départ d'un livre où une éditrice découvre un manuscrit extraordinaire dans cette bibliothèque des livres refusés. Je voudrais revenir justement sur votre premier livre en 2002, publié justement aux éditions Gallimard, Inversion de l'idiotie, Mm. de l'influence de deux Polonais, qui fêtera l'année prochaine déjà ses 20 ans. Oui, Est-ce merci, que, hein. Et est-ce même que, moi, j'en reviens pas. Je suis passé chez Gallimard il y a 2 jours. J'ai vu Antoine Gallimard et c'est vrai que j'ai toujours l'impression d'être un jeune auteur et puis finalement plus du tout. Ça fait 20 ans que j'ai publié mon premier livre. Vous avez raison, ça va faire 20 ans. est-ce que vous pourriez le présenter un petit peu pour ceux qui ne le connaîtraient pas? Mon premier livre, Oui. franchement, vous avez du courage. Je vous le déconseille fortement. D'une manière générale, mes premiers livres, après, ça me touche toujours que les gens vont lire mes premiers livres, mais c'est vrai que j'ai évolué vers plus de réalisme petit à petit. Mes premiers livres sont très loufoques, très absurdes. Tout à Très l'heure, surréaliste. oui, voilà, totalement. On parlait tout à l'heure de Gogol ou de Gombrowicz. J'étais vraiment, moi, inspiré beaucoup par l'absurde, par l'écriture, les nouvelles des pays. Boris Vian également, est-ce que ça a été un... Parce qu'il Non, alors il y a- Boris Vian, c'est vrai qu'on m'a souvent, sur ce premier livre, à l'époque, oui, il y avait beaucoup, parce que le côté un peu fantaisie, un peu surréel, mais c'est pas un écrivain que j'ai beaucoup lu.
Et mes influences étaient plus, voilà, plus dans celles que j'ai pu vous citer. Et c'est vrai que c'était un peu un livre un peu. D'ailleurs, c'est marrant parce que euh, quand j'envoie ce livre par la poste à 5 éditeurs, les 4 premiers refusent. Et donc, je me dis, bon, bah, c'est foutu de toute façon. Mais ça n'avait pas beaucoup d'importance pour moi parce que je pensais que je ne serais jamais publié. Et je n'avais pas une confiance excessive en moi. Et c'est vrai que plusieurs mois après, j'ai reçu un appel du comité des éditions Gallimard, Jean-Marie Laclaftine, qui m'a dit, oh, bah, c'est intéressant, ça part un peu dans tous les sens, mais c'est drôle, j'aime bien l'univers et ça vaut le coup de le publier. Donc, j'en revenais pas, j'ai cru que c'était une blague au début parce que c'est une maison très prestigieuse et c'était un rêve pour moi. Et plus tard, on a retrouvé la fiche de lecture du comité de lecture à l'époque qui avait écrit c'est foutraque, c'est bordélique, mais ça vaut le coup d'essayer. Pardon, hein, je dis des noms ou des mots compliqués pour la traduction, mais en tout cas, voilà, vous comprenez l'idée. C'est-à-dire que mes premiers romans étaient un peu fous d'une certaine manière. Et c'est vrai que je me sens plus proche de mes livres à partir de la délicatesse. Bah, justement, je voudrais revenir sur un passage un peu emblématique de ce premier roman. C'est le passage avec le cadeau, la boîte de sardines millésimée. Oh là là, oui, d'accord. Mais dis donc, vous avez du courage, hein, parce que effectivement, mon personnage principal était un petit peu absurde d'une certaine manière et il offrait à Teresa, sa fiancée, pour son anniversaire, une boîte de sardines millésimées. Il trouvait que c'était un très très bon choix, alors que effectivement, elle n'a pas trop apprécié ce cadeau. Je pense qu'elle aurait préféré un truc plus simple comme une robe ou un bijou, mais, euh, mais bon, il fallait éviter d'être avec lui, hein. Et justement, ce qui est drôle aussi, c'est que ce roman ancre quand même quelque chose chez vous qu'on retrouvera un peu plus tard, notamment dans le mystère Henri Pic. C'est votre capacité à aller chercher des anecdotes très pointues, par exemple, sur les neveux de Milan Kundera, Oui, et de alors, les extraire et d'en faire des sujets euh, presque incroyables, alors qu'en fait, c'est très réaliste. Vous vous fondez sur, comme pour la bibliothèque des livres refusés, vous vous fondez sur un fait réel et vous arrivez à en créer un sujet, un sujet mais presque incroyable, en fait. oui, en tout cas, j'ai intégré Milan Kundera, malgré lui, le pauvre, dans ce roman. Et en plus, ce qui est incroyable, c'est que quand j'écris ce livre dans ma cuisine, qui est aussi mon salon et qui est aussi ma chambre à l'époque, je me dis, enfin, jamais je peux anticiper que ce livre va être publié chez Gallimard et que Milan Kundera lui-même va en avoir connaissance. Et c'est vrai que j'ai pu le rencontrer, ça a fait rire, sa femme, Vera, et après, on a échangé pendant plusieurs années des lettres et des appels. C'était assez magique pour moi voilà, de mettre un écrivain que j'admirais dans mon roman et de pouvoir après le rencontrer. Mais c'est vrai que vous avez raison, dans mes livres, même si j'adore la fiction, j'adore inventer des histoires, j'aime beaucoup parler des gens que j'admire, des écrivains, des cinéastes, des peintres. J'aime beaucoup finalement que le roman soit une sorte de pont entre les cultures et entre le lecteur et l'écrivain. Justement, j'aimerais revenir sur un autre point, c'est le rapport dans vos premiers romans. Encore, on passera ensuite aux romans plus récents, mais à ce rapport à l'excès, euh, comment vous vous êtes approprié un rapport, une confrontation très forte entre l'excès des personnages, qui sont absolument pas modérés, et en même temps un rapport au temps qui fige à plusieurs moments le temps sur des détails, que ce soit par exemple le regard de certains hommes sur des femmes, je pense à Jacob ou Hector, et dans un cas par exemple avec une ex-star de la chanson, dans l'autre vis-à-vis de sa femme. Donc comment est-ce que vous créez ce conflit très fort entre... Mais oui, alors ça, c'est des détails par rapport à mes premiers romans, mais c'est vrai que vous avez raison. C'est quelque chose que j'ai toujours maintenu. L'humour est très, très important pour moi. Et d'ailleurs, les gens que j'admire me font rire. Et je suis très, comment dire, très reconnaissant de. Voilà. Pour moi, c'est pas du tout. Parfois, il y a une sorte comment dire, on souligne davantage la gravité ou le drame.
Et j'avais vraiment à cœur d'être plutôt dans cette légèreté, dans la comédie. Et c'est vrai que quand on voit même La Délicatesse, ou même quand on voit le film, à plusieurs moments, il y a comme ça, on raconte une histoire, il y a des moments d'arrêt, des moments qui sortent subitement, comme si le roman ou le film permettait cette magie de s'extirper du réel beaucoup plus facilement que dans la vie. C'est vrai que quand j'ai eu la chance avec mon frère de filmer Audrey Tautou, dans cette scène de baiser où François Damiens, c'est un acteur belge improbable, subitement, elle l'embrasse subitement, il y a une distorsion du réel à ce moment-là, et quelque chose qui dérape. Et c'est vrai que ça, c'est quelque chose qui me plaît tout le temps dans les romans et les films. Justement, pour la délicatesse, pour les participants, donc, la délicatesse a été publiée en 2009. Il a été adapté également en 2011 avec votre frère Stéphane Fuenkinos. Est-ce que vous pourriez nous en parler également de ça, de travailler avec son frère sur des projets? Ah, c'est horrible. Vraiment, on s'entend. Non, avec mon frère, c'est incroyable. On est très complémentaires. On s'entend très, très bien. C'est assez, d'ailleurs, un film, c'est très, très lourd, hein. Surtout là, vous parlez de notre premier film avec Audrey Tautou. C'était impressionnant pour nous, hein, de faire ce film-là. Il y a 50 personnes. Voilà, on est à deux, on est solidaires. Maintenant, on écrit ensemble, on prépare les films ensemble et c'est assez plaisant. Et je trouve que dans la famille, dans le rapport familial, on peut se dire les choses. On ne se vexe pas. Il y a une simplicité dans les rapports. Mais bon, c'est pas, comment dire, ça peut arriver aussi avec des amis, évidemment. On a fait après un deuxième film, Jalouse, et là, on a fait un troisième film qui va sortir bientôt en France, qui s'appelle Les Fantasmes. Donc, ça prouve que notre collaboration dure. Et Les Fantasmes, j'espère que vous pourrez vite le voir et le projeter. C'est un film à sketch, en fait, une comédie avec plusieurs histoires sur les fantasmes sexuels un peu particuliers. Et il y en a un qui, je sais, le film a déjà été acheté en Russie parce qu'il y a un duo Monica Bellucci-Carole Bouquet qui a bien plu. Donc voilà, j'espère qu'on pourra vous montrer ce film bientôt. Et c'est vrai que voilà, avec mon frère, on est déjà on a fait déjà 3 films et j'espère qu'on en fera bientôt un prochain. Peut-être qu'on viendra tourner en Ouzbékistan ou au Kazakhstan, hein, si on a un Justement, budget. pour votre frère, est-ce que vous pourriez nous en parler un petit peu? Parce qu'il est un petit peu comme vous aussi, il est arrivé assez tardivement enfin, vers le milieu du cinéma. À l'origine, il était professeur d'anglais. Oui, Et c'est puis, ça. il y a une rencontre avec Jacques Doyon qui l'a propulsé d'abord comme directeur de casting, puis de lancer ses propres projets. Donc finalement, tous les deux, vous êtes des profils, mais plein d'espoir, notamment pour les jeunes. Je pense aux jeunes ici kazakhstanais, des jeunes écrivains en herbe ou réalisateurs en herbe. C'est Mm. de voir que finalement, on n'a pas besoin de naître dans un milieu, d'avoir les clés dès le début pour arriver à aller au bout de son projet. Qu'il Oui, soit alors c'est vrai que je ne sais pas comment on s'en est sorti parce que, encore une fois, on n'était pas du tout issu d'un milieu culturel, on connaissait absolument personne. Ce qui est incroyable, c'est que mon frère et moi, on a eu des chemins totalement parallèles. Il a 6 ans de plus que moi. Donc, quand j'étais plus jeune, je ne le voyais pas tant que ça. Il rêvait de travailler dans le cinéma. Il était boulimique de culture, de cinéma, mais il n'y arrivait pas. Alors, il est devenu professeur d'anglais. Il a fait une rencontre avec un réalisateur important qui lui a donné sa chance. Il a commencé comme directeur de casting et c'est vrai que après il était très très bon. Il avait une grande culture, il était passionné et je pense que quand on a la passion, voilà, on peut accomplir des choses. Il est allé jusqu'à faire des castings pour les films d'Harry Potter ou de Woody Allen. Il a fait une très grande carrière. Et c'est vrai que parallèlement à ça, j'ai écrit des romans et on s'est retrouvé à un moment donné avec d'une manière très bizarre parce que on n'était pas si proches que ça, on n'était pas du tout issus d'un milieu culturel et on s'est retrouvés d'un coup ensemble avec des capacités très complémentaires. Mais je suis d'accord avec vous, c'est un espoir. En tout cas, moi souvent quand je vais rencontrer les lycéens qui n'aiment pas lire ou je leur dis, mais moi non plus, j'aimais pas lire. Donc finalement, on peut se révéler
plus tard, 16, 17, 18 ans, avoir des passions qui vont nous animer. Et puis, il faut croire, il faut beaucoup Et tout n'est croire. pas prédéfini non plus. Non, mais tout à l'heure, on parlait d'Audrey Tautou. Moi, je me disais, en fait, je dis, il faut y croire, mais moi, je suis plutôt du genre pessimiste. C'est-à-dire que j'ai écrit le scénario de La Délicatesse après avoir écrit le roman. On tente, on se dit, bon, on va l'envoyer à Audrey Tautou, mais elle doit recevoir tellement, tellement de scénarios. Je me dis que c'est improbable, c'est impossible qu'elle puisse dire oui. Et puis finalement, elle a dit oui. Donc quand même, il faut tenter les choses. Il faut tenter les choses. Et puis, il faut beaucoup, beaucoup travailler. Il faut beaucoup travailler, ça c'est certain. Et sur la délicatesse, justement, je voulais revenir dessus. J'avais une citation que je souhaitais lire et que vous commentiez. Celui qui contemple la beauté est prédestiné à la mort. Oui, alors c'est pas de moi, hein. Vous citez de Oui, très non, belles phrases, mais elles sont pas de moi, merci, hein. Donc, mais je cite celle qui vous alors, inspire. oui, oui, ça m'a beaucoup inspiré. De toute façon, la beauté et la mort sont deux thèmes qui sont très, très présents la contemplation dans mon œuvre. La contemplation de ce qui peut nous toucher, nous bouleverser, c'est une forme comme ça d'extase un peu mortuaire. C'est une phrase de Platon qui est citée par Thomas Mann dans La mort à Venise. Et on sent ça pour ceux qui ont vu le film La mort à Venise. C'est vrai qu'il est face à l'incarnation de la beauté et on sent que c'est quelque chose qui l'emporte totalement. Pour moi, la mort, c'est pas quelque chose de morbide. On voit bien que dans mes livres, dans mes films, il y a toujours des scènes de cimetière assez joyeuses. J'ai le sentiment qu'au contraire, la vie est très, très, très présente à ce moment-là. Donc, aller chercher à travers la beauté des sensations extrêmes euh, sont source de vie, ça c'est certain. On a déjà quelques questions dans le chat pour vous. Euh, alors, plusieurs questions de Véronica. Je vous posais la première. Avez-vous déjà connu des pannes d'écriture? Alors, pas tant que ça. J'avoue que j'ai écrit 18 romans en 20 ans, plusieurs films, des pièces de théâtre, et c'est vrai que régulièrement, dès que je finis un projet, j'ai toujours une nouvelle idée. J'ai jamais été bloqué pendant très longtemps. Après, j'ai des difficultés quand j'écris un livre, oui. Et là, j'ai des pannes par moment. Je me dis, mais où est-ce que je vais? C'est catastrophique, c'est mauvais. Il faut vite que je jette tout ça. J'ai des doutes. Il y a certains moments où je sens que l'histoire, j'arrive pas à l'écrire. Donc, j'ai plutôt des difficultés en cours d'écriture, mais pas. J'ai jamais vécu comme ça pendant des mois, traversé par la sécheresse de l'inspiration. Et comment vous y faites face quand vous avez des doutes? Vous vous isolez, vous cherchez conseil? Ben, de toute façon, je pense que non, je pense que le doute est constitutif de la création. C'est-à-dire que moi, j'ai eu la chance par le passé d'avoir des livres qui ont eu du succès, des films aussi, d'avoir eu beaucoup de lecteurs. Rien ne m'a rassasié du doute. C'est-à-dire que de toute façon, si 50 personnes aiment mes livres et qu'une seule personne ne va pas aimer, j'aurais plutôt tendance à croire la personne qui ne va pas aimer. Donc, je suis tout le temps en fragilité, en tout cas en doute. Et je crois que ça fait du bien. En fait, il me semble, pour être plus juste, je pense que la création doit alterner des phases de doute et de certitude. Il y a des moments où on a besoin d'être convaincu par ce qu'on fait et des moments où on doit être perdu. Et je crois que les deux sont bons. On a besoin d'ego et on a besoin de doute de soi-même. Et il me semble peut-être que, enfin, pour moi, c'est quelque chose qu'on pourrait aussi avoir d'une manière générale dans la vie. Il y a des moments où il faut être sûr de soi, et puis des moments où ça fait du bien, la forme d'arrogance de l'assurance. Du fait de savoir exactement. Et comment vous êtes orienté progressivement vers un style de biographie romancée, à l'image de Charlotte? Alors, je l'ai fait deux fois, une fois sur John Lennon, une fois sur Charlotte Salomon. Alors, à vrai dire, j'ai jamais rien décidé, j'ai jamais rien choisi. Charlotte, pour ceux qui lisent
le livre, je raconte à la fois toute la vie de Charlotte Salomon, mais aussi mon rapport avec elle. Et c'est vrai que j'ai découvert son œuvre à Paris en 2006. Et ça a été un choc esthétique, intellectuel. Ça m'a vraiment bouleversé. Là, je pourrais en parler pendant des heures de Charlotte Salomon, mais c'est vrai que pour le coup, je ne me suis pas dit, tiens, je vais écrire une biographie romancée. J'ai su comme une évidence que son parcours, cette femme qui me procurait, pour laquelle j'éprouvais tant d'admiration, euh, je devais écrire sur elle. Alors, ça a été compliqué. J'ai mis presque 10 ans à écrire ce livre. J'y arrivais pas. Il était trop difficile. Je ne sais pas comment parler d'elle. C'est difficile de mettre des mots sur l'admiration. Même chacun d'entre nous, ceux qui nous écoutent, quand on, comment dire, on écrit ou on exprime des sentiments personnels, c'est jamais évident. Et donc, ah ben tiens, voilà, on voit maintenant une photo, c'est une bonne idée de. Ah, il y a très peu de photos d'elle, hein, il y en a 7 ou 8. Là, c'est quand elle est en exil dans le sud de la France, à Mhm. Villefranche-sur-Mer, et elle est en train de peindre. Il faut imaginer que c'est une jeune femme qui était premier prix aux Beaux-Arts à Berlin dans des conditions très difficiles. C'était vraiment un génie de la peinture, un espoir inouï de la peinture. Et elle peint une œuvre alors qu'elle est en exil dans des conditions difficiles, une œuvre autobiographique où elle raconte sa vie à travers ses gouaches. Et c'est vrai qu'il y a une grande, grande puissance chez elle. Donc pour moi, c'est pas, je ne me suis pas mis à écrire des biographies à un moment donné. C'est vrai que j'ai été bouleversé par son destin et c'est vrai que Et comment vous aviez découvert justement son histoire? ben justement, en allant vraiment par hasard, j'allais voir une copine qui travaillait dans un musée et il y avait une exposition à Paris. Elle n'était pas inconnue, hein, il y avait quand même de temps en temps des expositions et c'est vrai que bon, bah, tous les gens qui ont eu la chance de voir cette exposition ont été forcément bouleversés, hein. Parce que c'est à la fois tellement moderne, tellement ludique, tellement fort comme œuvre, et en même temps elle raconte sa vie et c'est l'histoire d'une jeune femme qui va mourir tragiquement à 26 ans alors qu'elle est enceinte. Voilà, elle parle de là, c'est la 30 janvier 1933, l'arrivée d'Hitler au pouvoir. Et effectivement, ça a été un choc pour moi, vraiment une révélation. Alors après, c'est vrai que j'ai reçu plein de messages de gens qui me racontaient leur vie, qui voulaient que je raconte aussi leur vie. Mais je me suis pas, depuis Charlotte, je me suis pas emparé d'un autre destin. J'ai le sentiment qu'elle va rester un peu unique dans mes livres. Nous avons une question d'une participante. Est-ce que vous pourriez nous parler justement de vous, de votre histoire familiale, votre nom, votre héritage culturel? Oui. Alors, j'écris beaucoup de fiction. J'écris d'ailleurs que des fictions. À part Charlotte, où je parle un petit peu de moi. Pourquoi? Souvenirs également, qui est un peu les souvenirs également, qui est plutôt qui a une Mais c'est dimension un peu personnelle. une fausse autobiographie. Ah, Je peux d'accord. le dire maintenant. Il y a des choses Mhm. personnelles, puisque ça parle du rapport à la vieillesse, aux grands-parents. Moi, j'étais très proche de mes grands-parents, mais c'est pas mon histoire du tout. Donc, D'accord. je suis plutôt quelqu'un qui parle très peu de lui, finalement, dans les romans, pas par choix, mais par pudeur, ou je ne sais pas. En tout cas, voilà, je suis plutôt un écrivain de fiction. Moi, mon nom est d'origine grecque. J'ai des origines donc grecques, comme ça s'entend. D'ailleurs, j'étais très heureux. Charlotte avait été numéro 1 en Grèce, donc ça, j'étais heureux de pouvoir retourner en Grèce pour, 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 pour partager ce livre. Et que dire d'autre? C'est ce que je disais tout à l'heure, plutôt un milieu modeste. Ma mère travaillait chez Air France, la compagnie d'aviation, et on vivait en banlieue parisienne. Et voilà. J'ai pas, après, bon, j'ai pas des choses beaucoup plus personnelles. J'espère que ça va, hein. Non, je pense que c'est déjà très bien. Je pense que c'était pour J'ai deux, comprendre. alors voilà, je vais quand même dire à cette interlocutrice que j'ai deux enfants, voilà, pour des choses plus personnelles. J'ai un fils de 18 ans et une fille qui a 6 ans, que je vais aller chercher à l'école parce que il est 15h23 ici, on a encore le temps évidemment, hein, mais dans, à 16h30, je vais aller chercher à l'école. Voilà. Je pense que Véronica, vous êtes satisfaite de la Super, hein, réponse. Véronica. Sinon, vous portez plainte. Vous m'écrivez après sur Facebook une lettre de complainte.
Et justement, si on passait désormais au mystère Henri Pic, Mm. à cette enquête très liée justement au milieu de l'édition, et puis cette histoire incroyable, c'est-à-dire, en fait, il y a une question très philosophique, je trouve, derrière. Ça paraît un sujet léger, une comédie, mais finalement, la question, c'est peut-on être écrivain en partant finalement de rien? C'est-à-dire, peut-on être écrivain si on ne lit pas, si on Mm. n'écrit pas? Peut-on connaître je trouve qu'en tout cas, c'est comme ça que j'ai perçu ce livre et ce film, c'est-à-dire derrière un sujet léger, le vrai sujet de la légitimité. Ouais, La légitimité. c'est très intéressant. C'est vrai, hein, Jérémy, c'est une des questions du livre. Et c'est certain. Et surtout, puisque la jeune éditrice va découvrir dans cette bibliothèque des livres refusés un livre incroyable qui s'appelle Les dernières heures d'une histoire d'amour C'est et qui ça. parle aussi de Pouchkine. Et c'est vrai qu'elle va découvrir que ce livre aurait été écrit par un pizzaiolo, donc un homme qui fait des pizzas, qui est mort 2 ans auparavant. Et selon ses proches, il n'avait jamais lu, jamais écrit. Et donc, Il ne parlait pas russe non plus, voilà. c'est Et important. tout le monde trouve ça totalement improbable qu'il ait pu écrire un roman. Mais donc, ça pose cette question de se dire est-ce que c'est crédible ou pas crédible. Après, le livre va devenir un grand succès aussi parce qu'on adore les histoires autour des histoires. C'est vrai que ce pizzaiolo qui se retrouve être un génie secret de la littérature, ça excite tout le monde jusqu'au moment où on se pose la question de savoir si c'est pas une machination un peu marketing et s'il n'y a pas quelqu'un qui se cache derrière cette histoire. C'est pour ça que c'est une enquête dans le livre autour de cette histoire. Mais c'est vrai que il me semble, moi, qu'on a tous une sensibilité, on peut tous exprimer des choses et qu'un grand lecteur qui a fait de grandes études ne va pas forcément écrire mieux qu'un autodidacte. On pense souvent évidemment à Rimbaud, à la fulgurance voilà, de sa langue à l'âge de 17 ans. Je crois que vraiment, il n'y a aucune méthode, aucune légitimité. Et en La- même temps, Ouais. vous prenez un parti différent. C'est-à-dire que la chute, euh, pour ceux qui l'ont déjà lu ou pour ceux qui ne l'ont pas lu, on va un petit peu Ouais, spoiler, faut pas le dire, non, faut pas trop le dire. non, mais en tout cas, la chute est une prise de parti. C'est-à-dire que Non, finalement, oui, oui, je vois ce que vous dites, mais ça n'empêche pas que cet homme-là aurait totalement pu écrire un livre. Et d'ailleurs, tout le livre, je ne peux pas passer 300 pages avec une improbabilité. C'est-à-dire que tout est probable. Et c'est ça qui est intéressant. Et finalement, même ses proches, même sa veuve commence à se dire, mais oui, peut-être qu'il a écrit ce roman. Je me reconnais dans ce livre-là. Et en tout cas, cela est totalement possible. Ça me paraît plausible. Pour moi, c'est aussi une réflexion sur la lumière et la notoriété. Mhm. À l'heure où tout le monde veut apparaître sur les réseaux sociaux, veut exister, veut parfois, quand quelqu'un écrit, il se dit, bon, bah, est-ce que je vais passer à la télé? Est-ce que ceci? Est-ce que cela? Alors que ce n'est pas ça l'essence. Le plus important, c'est la création, c'est ce qu'on a en nous. Et c'est vrai que cet homme-là, qui est une sorte de force de l'ombre, Mhm. euh, remet en cause finalement l'excitation collective. Et je crois il y a comme ça des génies de la discrétion qui sont extrêmement excitants. On parlait de Kundera tout à l'heure, qui n'a pas donné une interview depuis 35 ans. Il y a aussi une grande, ce goût de l'ombre. C'était aussi une réflexion sur le rapport entre voilà, l'ombre et la lumière. Et en même temps, cette fin amène euh, à une suite. On souhaiterait avoir une suite. Je ne sais pas comment l'expliquer, mais quand on termine le roman, on aimerait, ou quand on termine le film, pour ceux qui ont vu le film, Mm. on s'attendrait à pouvoir imaginer une suite, une nouvelle enquête, des nouvelles relations entre les personnages. Et j'imagine que c'est ça, la fin d'un bon roman, c'est lorsqu'on s'arrête et qu'on aimerait continuer d'être en relation avec les personnages. Bah oui, oui, ça me touche parce que ça veut dire qu'il existe encore. Bon, il n'y aura pas de suite, hein,
passe à autre chose. D'ailleurs, ça m'a arrangé quand Rémi Besançon a voulu faire le film. Il voulait écrire le scénario lui avec sa compagne, ça m'a arrangé. J'ai pas une fois que j'ai fini les choses, j'aime bien passer vraiment à un autre projet. Et Le Mystère en réplique, c'est un livre que j'ai écrit à 5 ans. Et ça me touche qu'on puisse se dire, tiens, voilà, on a envie de rester avec les personnages, mais ils appartiennent maintenant au lecteur, et tant mieux. Vous aviez dit tout à l'heure qu'effectivement, vous aviez aimé ce film et vous avez salué le travail de Rémi Besançon. Mais vous vous souvenez des premières émotions quand vous avez vu le film? Est-ce que vous avez été surpris par certains choix ou est-ce que l'histoire vous a surpris? Est-ce que vous avez été dépassé par votre... Bah oui, forcément, j'ai été surpris par. En fait, j'avais lu le scénario, j'avais aussi fait des notes sur le scénario. J'ai été surpris par certains choix d'acteurs, j'ai été surpris par plein de choses, forcément. Mais j'ai déjà eu des adaptations, notamment un film Je vais mieux que j'ai pas aimé, ce qui est pas grave du tout, ça peut arriver. Donc parfois j'ai été gâté dans mes adaptations et parfois moins. C'est pas là, il se trouve que voilà, je trouve que c'était vraiment judicieux la façon dont c'est adapté. Bizarrement, alors très bizarrement, quand je vois un film, comme je vois une adaptation, j'oublie totalement le roman et j'oublie totalement que j'en suis l'auteur. Donc j'ai juste jugé le film en tant que tel et le film m'a plu en tant que tel. Je me posais même plus la question. D'ailleurs, je suis même pas capable moi de savoir ce qui est dans le livre et ce qui n'est pas dans le livre. Je me suis laissé porter par l'histoire, par le rythme extrêmement plaisant, par l'interprétation des acteurs. Mais j'ai oublié que j'étais l'auteur totalement. Est-ce que justement, il y a des films aujourd'hui que vous souhaiteriez adapter? Des romans, pas forcément les vôtres, mais des films que vous souhaiteriez, à partir d'ouvrages, de réaliser? Ah oui, oui, tout à fait. On est toujours en recherche. Mon frère, on a fini notre troisième film. On est en réflexion, on cherche un nouveau projet. Alors, on ne veut plus adapter un de mes romans parce qu'on l'a fait une fois avec La Délicatesse et on ne veut pas que ça soit systématique. Et puis, c'est surtout, quand on adapte un de mes romans, les gens ont le sentiment que, voilà, on a fait le livre, on a fait le film après. On, on préfère faire, comment dire, des sujets originaux parce que on aime ou on n'aime pas notre travail, mais on est jugé d'une manière plus légitime en tant que réalisateur. Donc, je pourrais tout à fait, moi, là, je n'ai pas d'idée de nouveau film. J'adorerais trouver un roman qui me plaît et que j'ai envie d'adapter, si possible avec un auteur mort, qui ne vienne pas m'embêter. Mais non, 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 mais j'adorerais. J'adorerais, moi, on me propose plein de choses. Un auteur russe, par exemple, quelque chose. J'adorerais. J'adorerais une histoire adaptable, bien sûr. Euh, on adorait aussi tourner à l'étranger, je pense, notre prochain film. Mais bien sûr, je pourrais tout à fait ça. Je ne suis pas du tout contre l'idée de réaliser un film que je n'aurais pas écrit entièrement. Et justement, pour reparler peut-être plus précisément de Jalouse, de ce film que vous avez co-réalisé avec Stéphane Fuenkinos, euh, comment, là, c'est un autre casting, c'est Karine Viard, qui est aussi une actrice très ancrée, qui correspond bien aussi à ce rôle de, de mère, puis femme jalouse, frustrée, des rôles qu'elle a pu déjà jouer auparavant. Euh, Je pense par exemple au Chatouille, où elle est dans un rôle un peu similaire. C'est un film beaucoup plus dur sur le sujet de l'inceste, mais où elle joue également cette mère qui refuse de voir la réalité et qui finalement prend la situation de sa fille pour elle et par rapport à ses propres émotions et par rapport à son propre confort. Mais c'est bien sûr un autre sujet. Oui, Comment justement, elle est formidable, hein, Chatouille. comment vous l'avez comment vous l'avez envisagé ce film? Comment vous l'avez réalisé? Comment vous êtes réparti aussi ces tâches complémentaires que vous citiez précédemment avec votre frère? En tout cas, c'est vraiment un film autour de Karine Viard. Elle est présente de A à Z dans le film. C'est écrit pour elle, c'est pensé pour elle. C'est une femme qu'on adore, une actrice géniale. D'ailleurs, elle est dans notre prochain film aussi, dans Les Fantasmes. Elle est très très drôle dans Les Fantasmes. Et c'est vrai que le point de départ, vraiment, c'est un sujet qui est très peu traité, qui est assez tabou, qui est la jalousie entre une mère et sa fille. Et c'est vrai Mhm. que parfois,
à un moment donné de la vie où on a 50 ans, qu'on entre dans une phase plus compliquée. Voilà, peut-être dans le rapport aussi avec les hommes. Elle est dans une phase difficile de sa vie professionnelle. Pourtant, elle est resplendissante. Et elle a dans son foyer au quotidien une jeune fille qui est sublime. On a fait exprès qu'elle soit très belle. C'est une danseuse classique. Elle danse d'ailleurs sur le lac des Cygnes. Et Karine Viard, enfin son personnage, ne la supporte plus. Et il y a quelque chose d'assez tabou. Et en même temps, c'était un sujet qui était à la fois réaliste, douloureux et purement comique. Et c'est la force de cette actrice-là. On peut lui faire dire des horreurs, tout passe avec elle. Il y a quelque chose de. Les gens l'adorent. Et c'est vrai on peut se permettre de pousser le curseur assez loin avec elle. Et ça a été vraiment un trio parce que dès qu'elle a lu le scénario, elle a dit super, je sais moi, allez-y encore plus loin. Ça a été un bonheur de travailler avec elle. C'est aussi la force de votre écriture parce que de nouveau, on retrouve ce sujet de l'excès. Euh, le personnage qui caractérise complètement ce comportement, c'est-à-dire la jalousie, elle devient l'incarnation de la jalousie, tout comme dans Molière, on avait l'incarnation de l'avare. Mm. Et en même temps, à travers un sujet qui est quand même, qui est quand même pas simple, qui est un peu tabou, qui est un peu dur, vous créez la comédie Mm. de façon sous-jacente. Par exemple, cette scène avec le médecin euh, généraliste où elle commence à se confier et il y a un décalage en fait parce que la situation, on ne se rend pas compte qu'elle est avec son médecin généraliste et on le comprend à la fin et donc il y a une chute où elle était rentrée dans un moment de confidence, un moment de Mm. réalité, de réel vis-à-vis d'elle-même, même si euh, le catalyseur est sa fille, mais elle prend d'autres sujets de jalousie finalement. Sa fille n'est même pas vraiment au début, en tout cas, enfin, elle ne considère pas qu'elle est jalouse de sa fille au début. Elle s'en rend pas vraiment compte, il y a du déni. Elle peut pas s'en rendre compte, et elle peut pas l'admettre, elle peut pas l'avouer. Et ce qu'elle va faire avec malveillance, c'est une pulsion inconsciente. Mais en tout cas, je trouvais que c'était vraiment un sujet intéressant, cette rivalité comme ça. Enfin, en tout cas, cette fixation. Disons que c'est difficile d'aller mal, ou c'est difficile de traverser une période compliquée, mais ça l'est encore plus quand tous les gens autour de vous sont heureux. Ça développe vraiment une sorte d'agressivité intérieure. Euh, Quand on est mal, il vaut mieux éviter d'aller sur Instagram et voir le bonheur des gens qui vous sautent à la figure. Et donc, elle a comme ça son ex-mari qui est heureux avec une nouvelle femme. Elle a une nouvelle collègue qui est pimpante et pétillante. Elle a sa fille qui vit un amour avec un jeune homme et qui est sublime. Et c'est vrai que je crois qu'elle était capable d'aller mal, mais pas dans un environnement où tout le monde va bien autour d'elle. Et donc ça crée aussi de la comédie. Comment vous en êtes arrivé à créer Pour ce... pour le cinéma, il faut vraiment il faut un sujet pour pouvoir tourner autour et travailler autour. Vous vous êtes inspiré d'une expérience personnelle ou pas du tout? Non, 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 je suis pas jaloux, hein. Je suis pas. Non, mais d'une situation à laquelle vous auriez été témoin et vous vous êtes dit, tiens, ça c'est... Ça m'est déjà arrivé en fait. C'est un peu gênant de dire ça, mais j'ai fait beaucoup de signatures en France et dans le monde d'ailleurs. Et c'est vrai que parfois, je me souviens j'étais dans une librairie et il y avait une femme, une lectrice qui adore mes livres et qui avait la cinquantaine, qui est très sympa, qui vient me voir. Elle était avec sa fille et sa fille était Mhm. très belle et donc qui avait 18 ou 19 ans, hein. Et c'est vrai que je me suis dit, tiens, je parle à cette femme, en même temps, j'ai une jeune femme qui est très charmante à côté, je pourrais parler avec elle aussi. Et je me suis dit, tiens, ça ne doit pas être évident pour ma lectrice, pour cette femme, d'avoir à côté d'elle, finalement, une jeune femme qui va devenir de plus en plus belle, qui va prendre la place, qui va attirer le regard des hommes. Moi, j'étais pas dans la séduction du tout, c'est pas ça que je veux dire, hein. Mais je me suis dit, tiens, mais ça doit être terrible d'avoir la personne qu'on aime le plus au monde, avec qui on vit, qui est notre enfant, qui aspire l'intérêt de tout le monde. Et puis qui est placé en miroir parce qu'il nous renvoie notre propre reflet, c'est-à-dire la Exactement. vieillesse,
l'absence Exactement. Et c'est à un moment donné où l'un est au sommet quand l'autre décline. En fait, il y a quelque chose qui est extrêmement basique, mais très, très peu traité. Et pourquoi on aurait forcément toujours la bienveillance avec ses enfants et pourquoi ne supporterait-on pas ça? Et c'est vrai que… Et en plus, moi, ce que je voulais dans mon film, c'est que la jeune fille soit non seulement belle et gracieuse, mais soit pas douce et aimante avec sa mère. Et que le spectateur n'ait pas de raison de la détester, que ça Non, marque encore plus exactement. le Voilà, c'est contraste. ça, vous avez raison. Il ne faut surtout pas. Et donc, c'était un sujet qui est quand même assez tendu parce qu'il faut toujours rester. C'est un peu violent quand même d'être agressif avec son enfant. C'est difficile d'aimer le personnage après. Et le but, c'était de se dire, il faut qu'elle soit excessive, de mauvaise foi, méchante par moments, violente, pourquoi pas, mais qu'on l'aime à la fin. Et c'est vrai que elle, je pense que c'est ce qu'on éprouve à la fin du Vous film. aviez, On aime l'héroïne. tout à l'heure, vous nous aviez parlé des auteurs qui vous ont inspiré ou qui vous inspirent encore. Est-ce que vous pourriez nous parler des réalisateurs Ah, actuels alors, ou les réalisateurs, il y en a tellement. quelques-uns Je dirais à que donner? j'adore Lantimos, qui est le réalisateur grec qui a fait The Lobster et La mise à mort du cerf sacré, et récemment The Favorite avec Olivia Colman qui a eu l'Oscar. J'adore Inaritu. Dans les réalisateurs contemporains, j'adore Haneke, j'adore Woody Allen. Mais sinon, après, j'aime beaucoup le cinéma français des années 70. J'adore Claude Sautet, j'adore François Truffaut, j'adore Yves Robert, les films Un éléphant, ça trompe énormément. Mais j'aime bien, voilà, j'aime bien, si j'avais une préférence, ça serait plutôt autour de ce cinéma-là de François Truffaut et de Claude Sautet. Et peut-être une question peut-être un peu plus anecdotique sur votre façon d'écrire. Est-ce que vous êtes plutôt traditionnel du stylo et du papier? Est-ce que vous préférez écrire, taper à l'ordinateur? Alors, Quel est ça, votre rituel d'écriture? alors, stylo papier, ça ne serait pas vraiment traditionnel maintenant, mais plutôt obsolète. Mais, je pense que 99% des écrivains écrivent à l'ordinateur. Après, c'est toujours plaisant d'avoir un carnet, de prendre des notes. J'adore écrire dans les trains. Donc là, je suis en manque. Je suis en manque de voyage. J'adore écrire dans les hôtels, J'ai cette chance incroyable d'être traduit un peu partout dans le monde, donc j'ai pu beaucoup voyager. Et j'ai toujours aimé écrire. On parlait tout à l'heure du Mystère en réplique. C'est un livre que j'ai écrit dans les trains allemands, dans des tournées, quand je faisais une grande tournée pour Charlotte. Et c'est vrai que, voilà, et sinon, j'écris plutôt le matin. Je sais que ça fait plus chic de dire qu'on écrit la nuit en fumant des cigarettes et en buvant du Avec un whisky. verre de whisky, oui. Ouais, ouais, voilà. Non, non, moi, je mets mes pantoufles et j'écris le matin. Avec un café très serré. Ouais, je suis désespérément normal. Est-ce que vous avez, pour les participants, est-ce que vous avez encore d'autres questions pour David Fuenkinos? David, pourriez-vous nous parler également de votre actualité? Vous avez parlé du film Les Fantasmes qui va sortir bientôt, mais votre actualité Oui. également littéraire. Alors, j'ai publié un livre il y a quelques mois qui s'appelle La famille Martin, Mhm. qui va être bientôt publié en russe, hein, l'année prochaine, j'imagine. C'était l'histoire d'un écrivain qui est un peu mon double, qui me ressemble, qui descend dans la rue, qui en a marre de la fiction, en a marre d'inventer des histoires, et il descend dans la rue et il arrête la première personne qu'il croise, c'est un défi qu'il se lance, et il se dit qu'elle sera le sujet de son prochain roman. Donc, je suis descendu, j'ai rencontré Madeleine Tricot, 82 ans, et voilà, elle m'a raconté sa vie. Puis après, je suis rentré dans toute la famille Martin. Après, l'autre projet, c'est la sortie de notre film en France, sûrement au mois d'août. Mhm. Les fantasmes, donc 6 histoires autour des fantasmes sexuels, hein. C'est un film tout public, je vous rassure, mais il y a des fantasmes assez marrants. Donc là, je pense qu'on va bien s'amuser avec ce film. J'espère que la situation, voilà, permettra qu'on puisse à nouveau aller au cinéma, qu'on puisse le voyager, le montrer. Voilà, ça sera un Vous plaisir. revenez sur des thèmes, vous revenez sur des thèmes plus loufoques, finalement. Ou en tout cas, la comédie. Au cinéma, moi, j'ai toujours fait des comédies plutôt. Mais en tout cas, on a un très, très gros casting avec beaucoup, beaucoup d'acteurs. Je disais, voilà, il y a Carole Bouquet, Monica Bellucci, Karine Viard, Jean-Paul Rouve,
Denis Podalides, Nicolas Bedos, Ramzi. Enfin, il y a beaucoup de monde et c'est vrai que c'était assez loin à monter, assez compliqué, mais j'espère que ça sera réjouissant. Et puis pour le reste, non, j'ai rien. J'ai des projets de pièces de théâtre, des choses comme ça, mais j'ai surtout envie de voyager à nouveau. Donc j'espère que l'année prochaine, ça sera possible. Voilà. Nous, on est très heureux de pouvoir vous accueillir, bien sûr, en Asie centrale, au Je serais Kazakhstan. ravi, hein. Ça, je serais ravi de pouvoir revenir. Ça, c'est certain. Écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions des participants, je tiens en tout cas à vous remercier, David Moi aussi, Fuenquinos, je vous remercie, hein. d'avoir participé à cette rencontre en ligne avec les publics d'Asie centrale. C'est un Et plaisir. puis, au plaisir de pouvoir organiser quelque chose en présence lorsque la situation le permettra au Kazakhstan ou dans un des pays de la région. Avec grand plaisir. Merci à tous les Merci à vous, participants. hein. Et puis, au plaisir de se rencontrer à vous. Merci d'avoir très bien mené cet entretien et aux personnes présentes. Je vous en prie. Et puis à très bientôt. Et bonne soirée, du coup. Moi, je vais chercher ma fille, il est 4h30, je vais préparer le goûter et j'y vais. Un David Fuenquinos très normal qui nous quitte. Et donc, un grand merci à vous. Un merci À également aux bientôt, hein. partenaires, Merci aux infiniment. ambassades de France, au Kyrgyzstan, au Tadjikistan, aux 6 alliances françaises, à commencer par l'Alliance française de Nour-Sultan qui co-organise ces événements, l'Alliance française d'Almaty, de Chimkent, de Karaganda, de Bishkek et de Tashkent. Merci bien sûr à tous les participants. Vous étiez nombreux, une petite cinquantaine ce soir, un peu moins nombreux que pour la précédente séance. C'était un vrai plaisir pour moi de pouvoir animer cette dernière rencontre du printemps francophone au Kazakhstan. Et je vais peut-être laisser la parole à Alex Bortolan pour clôturer cet Plutôt que de événement. le clôturer, et je remercie encore les spectateurs, je voudrais au contraire te redonner la parole, Jérémy, peut-être pour annoncer d'autres événements. Ce n'est pas terminé, le printemps francophone, effectivement, se clôture, mais nous avons d'autres rencontres, enfin, d'autres événements en ligne qui seront bientôt proposés. Tu peux peut-être déjà en dire un petit mot. Alors, effectivement, le printemps francophone s'arrête. Il a été créé pour vous, à l'origine plutôt pour les publics du Kazakhstan, mais élargi à travers les 4 événements en ligne qui ont été organisés, à savoir une visite du château de Versailles et le 1er avril, également une rencontre avec Cécile Debray, directrice du musée de l'Orangerie. Il y a eu également la semaine dernière, mardi dernier, une rencontre avec Bernard Werber. Aujourd'hui, c'était David Fuenquinos. Et donc, pour les prochains événements à venir, ce sera le 18 mai, à l'occasion de la Journée internationale des musées, une nouvelle visite guidée avec Gary Safarian, pour lequel vous étiez assez nombreux, plus de 500 connexions pour la visite du château de Versailles. Cette fois, ce sera le musée d'Orsay, un autre musée emblématique, un musée parisien, un des musées les plus connus et les plus visités au monde. Et puis, une autre visite guidée qui aura lieu le 10 juin cette fois, donc dans 2 mois, une visite guidée du musée du Louvre. Et alors là, je suis sûr que vous serez nombreux pour cette visite exclusive qui vous permettra de découvrir à la fois des tableaux, l'architecture et l'histoire de ce musée qui, avant d'être un musée, était également un palais avec son histoire, une histoire royale, un petit peu comme pour le château de Versailles, que je vous invite vraiment à découvrir et donc à suivre pour ces 2 événements, 18 mai et le 10 juin, à bien noter dans votre agenda. Et vous pourrez les voir, bien sûr, sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram France au KZ et les réseaux sociaux des partenaires, des alliances françaises, de vos alliances françaises de proximité. Et puis également sur les pages Facebook des ambassades et des alliances françaises partenaires de ces événements. Un grand merci à vous, un immense merci également à notre interprète, Zaouresh, qui fait un travail formidable et je suis bien conscient qu'il n'est pas toujours simple de traduire en simultané tous ces mots parfois un peu complexes, comme l'a rappelé Monsieur Fuenquinos. Et donc, un grand merci à Zaouresh et un grand merci à vous tous.
et à très bientôt. Très belle soirée ou très bonne journée à tous. Merci.